Chaque année, le 8 mars, une étrange scène se répète dans de nombreux pays africains. Des milliers de femmes descendent dans les rues, elles portent le même pagne, elles dansent, elles chantent, elles célèbrent ce qu'on appelle communément la Journée internationale de la femme. Mais derrière cette image festive se cache une réalité beaucoup plus troublante. Car ailleurs dans le monde, cette journée ne ressemble pas du tout à une fête. Elle est faite de manifestations, de revendications et de luttes sociale. Car le 8 mars, à l'origine, n'est pas une célébration. C'est une journée de combat. Un combat né dans les usines. Un combat né dans les rues. Un combat pour une idée simple, les droits des femmes. Alors, une question se pose. Comment cette journée de lutte sociale a-t-elle muté, quitte à devenir dans une partie du monde une fête textile et politique? Pourquoi des pagnes sont-ils imprimés chaque année en Chine ou en Europe pour célébrer une lutte née dans les rues de New York et de Petrograd? Et surtout, pourquoi certains gouvernements africains encouragent-ils cette version festive plutôt que la version revendicative? Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter plus d'un siècle en arrière dans les fumées des usines, là où tout a commencé. Madame, Monsieur, bienvenue dans les corridors d'Afrique, attachez vos ceintures, car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Au début du XXe siècle, les femmes travaillent dans les conditions les plus dures, dans les usines textiles, dans les ateliers, dans les manufactures. Elles travaillent parfois 14 heures par jour, pour des salaires 2 fois à 3 fois inférieurs à ceux des hommes. En 1908, à New York, des milliers d'ouvrières du textile décident de dire stop. Elles réclament de meilleures conditions de travail, la réduction du temps de travail, le droit de vote, l'égalité salariale. Leur mobilisation inspire une militante allemande, une femme qui va marquer l'histoire à jamais, Clara Zetkin. Son discours à Paris plaide pour une émancipation de la femme en 2 temps. Le premier étant l'accès au travail. Je cite: « Libérée de sa dépendance économique vis-à-vis de l'homme, la femme qui travaille est passée sous la domination économique du capitaliste. D'esclave de son mari, elle est devenue l'esclave de son employeur. Elle n'avait fait que changer de maître. Elle a toutefois gagné au change. Sur le plan économique, elle n'est plus un être inférieur subordonné à son mari, elle est son égal. Elle contrecarre les arguments contre le travail des femmes dont elle attribue les conséquences néfastes au système capitaliste. Enfin, elle fustige le féminisme bourgeois, auquel s'opposent traditionnellement les marxistes de l'époque, et dont elle considère que les priorités, c'est-à-dire l'accès aux études supérieures, le droit de vote des femmes, ne sont pas celles des travailleuses. Elle dit: des pays dans lesquels existe le suffrage dit universel, libre et direct, nous montrent qu'en réalité il ne vaut pas grand-chose. Le droit de vote sans liberté économique n'est ni plus ni moins qu'un chèque sans provision. Si l'émancipation sociale dépendait des droits politiques, la question sociale n'existerait pas dans les pays où est institué le suffrage universel. Finalement, en 1910, lors d'une conférence socialiste internationale à Copenhague, elle propose une idée révolutionnaire: créer une journée internationale dédiée aux luttes des femmes. Une journée pour organiser la mobilisation mondiale. Mais l'histoire va aller encore plus loin, car quelques années plus tard, cette mobilisation va provoquer une révolution. En 1917, la Russie est au bord de l'effondrement. La première, en 1921, institue le 8 mars comme une journée internationale des femmes, qui devient un jour férié en URSS. Le 8 mars 1945 symbolise la date de la déclaration finale de la conférence de Mexico, au cours de laquelle on proclama le principe de l'égalité des droits pour tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion. Enfin, le 8 mars 1975, les Nations Unies officialisent la journée, la nommant ainsi comme la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, un thème est fixé: égalité salariale, lutte contre les violences, participation politique, accès à l'éducation.
Le 8 mars est donc conçu comme une journée de mobilisation politique mondiale, mais quelque part dans le monde, l'interprétation va prendre une direction très différente. En effet, dans plusieurs pays africains, le 8 mars devient progressivement une journée de célébration. On parle de journée de la femme. La différence semble légère, mais pourtant, elle change tout. Car on ne parle plus de droit, on parle simplement de la femme. Et avec ce glissement linguistique arrive une tradition devenue incontournable dans certains pays africains, le pagne du 8 mars. Chaque année, des millions de mètres de tissus, des kilomètres de tissus sont produits souvent à l'étranger, principalement en Chine, aux Pays-Bas. Historiquement, l'un des acteurs majeurs du wax africain est la société néerlandaise Vlisco. Résultat, la journée censée défendre les droits des femmes devient aussi un marché textile gigantesque. Pour une Abidjanaise, acheter un pagne au marché d'Adjamé, au nord de la capitale ivoirienne, tient au sobriquet que celui-ci porte. Et des noms de pagnes, on en trouve presque autant que les bébés qui naissent dans les maternités de la capitale. De mon mari est capable ou mari incapable, en passant par l'œil de ma rivale ou encore le lit de mon mari, ces noms renseignent sur la situation financière ou matrimoniale des acheteuses. Ça c'est mari ingrat. Moi je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, même je n'aime pas ce pagne. Donc mari capable, j'aime parce qu'il est capable. Il fait tout pour moi. Donc j'aime ce pagne-là. Plus que ça là. Chaque mois, de nouveaux motifs arrivent sur le marché, affaiblissant de plus en plus un secteur ébranlé depuis quelques années par la concurrence asiatique qui se soucie peu de la qualité des produits. L'un des pagnes bon marché d'Adjamé s'appelle d'ailleurs « Attention au feu ». Les motifs à succès deviennent des classiques, mais les autres disparaissent. Copies de grandes marques, pour la plupart, ces pagnes sont accessibles à toutes les bourses. Entre 3 et 10 euros la pièce, compte plus de 20 euros pour un pagne de grande marque. Ceux qui prennent en Chine, c'est les pauvres qui peuvent payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Depuis le début des années 2000, l'industrie du pagne, dont la Côte d'Ivoire est l'un des pays phares en Afrique, a pris du plomb dans l'aile face aux concurrents asiatiques. Dans de nombreux pays africains, les gouvernements commandent chaque année des millions de pagnes et font des cérémonies officielles, des défilés sponsorisés. Les femmes portent alors le tissu lors de marches organisées. Mais ces marches sont rarement revendicatives. Elles sont souvent festives, protocolaires, politiques. Certaines universitaires africaines parlent d'un phénomène de folklorisation du féminisme. Autrement dit, transformer une lutte sociale en célébration symbolique. Le pagne retrouve des couleurs à la faveur de la journée consacrée aux droits des femmes, ici à Pointe-Noire en République du Congo. Le 8 mars, la tendance est au port du pagne. De quoi se demander si le 8 mars est la journée du pagne ou celle des droits de la femme. Nous portons le pagne le 8 mars pour valoriser la femme. Parce que quand on voit une femme, on la lie au pagne. Le pagne, c'est aussi une façon de montrer notre féminité au niveau national. Nous portons le pagne parce que c'est notre journée, celle des femmes. Une façon de nous réjouir et de la célébrer, car le 8 mars, c'est notre journée. Des avis partagés par certains, mais rejetés par d'autres, qui concilient la journée du 8 mars à la réflexion et estiment que cette célébration est l'occasion de réclamer une égalité réelle. En fait, c'est une journée, la fête de la femme. Donc moi, de mon côté, pour ma femme, j'ai acheté le pagne. Tous les 8 mars, j'achète toujours le pagne à ma femme. Et je suis à la maison avec les enfants. J'ai fait tout ce qu'il faut faire pour les travaux des ménages, pour la maison, et puis je m'occupe des enfants. Et elle va se réjouir. Je lui donne l'argent pour aller se réjouir, c'est tout. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles cette journée a été folklorisée. La première, contrôler le discours. Un mouvement revendicatif peut devenir critique, très critique. Une fête est plus facile à encadrer qu'une revendication. Deuxièmement, mobilisation électorale. Les femmes représentent souvent plus de 50% de l'électorat. Le 8 mars devient donc un moment de communication politique où les consciences féminines subissent une sorte de PNL, programmation neurolinguistique, pour des échéances électorales
à venir. Troisièmement, éviter les débats sensibles. Des questions liées à l'égalité salariale, les violences domestiques, car il y en a énormément. Des femmes battues, des jeunes filles violées, harcelées physiquement, psychologiquement et numériquement sur les réseaux sociaux. Ces sujets peuvent être politiquement sensibles. Donc, transformer une journée en fête évite ces confrontations frontales avec les pouvoirs publics. Le paradoxe est saisissant, car l'Afrique reste l'une des régions où les défis sont les plus grands. Les mariages précoces, la mortalité maternelle élevée, la faible représentation féminine en politique, l'accès limité à la propriété pour les femmes. Et pourtant, c'est aussi l'une des régions où le 8 mars est le plus festif. Les femmes se saoulent la gueule, se battent dans des bars et se dénudent. Le 8 mars, c'est un jour important pour nous parce que beaucoup de personnes dans le monde ont donné de leur vie et de leur temps pour revendiquer les droits des femmes. Et ce serait dommage que nous qui vivons dans des sociétés où les droits ne sont pas respectés, nous passions notre temps à festoyer. Ce n'est même pas un jour où on dit bonne fête, non. C'est une journée internationale des droits des femmes. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de pagne, il n'y a pas de cadeaux, voilà. On dit juste que nous voulons que nos droits soient respectés. Le 8 mars n'est pas né dans les salons feutrés. Le 8 mars n'est pas né dans les Nganda. Le 8 mars n'est pas né dans les maquis. Le 8 mars n'est pas né dans les boîtes de nuit. Il n'est pas né dans les cérémonies officielles, aux côtés des femmes, des politiciens qui encouragent et alimentent cette décadence sémantique. Il est plutôt né dans les usines, dans les rues, dans les cris de femmes qui réclamaient simplement la dignité. Aujourd'hui, certaines sociétés ont transformé cette journée en fête. Mais derrière les pagnes, derrière les défilés, derrière les discours, l'esprit du 8 mars reste intact. Car tant que les droits des femmes ne seront pas pleinement respectés, cette journée ne sera jamais une simple célébration. Elle est et restera ce qu'elle a toujours été, une journée de lutte pour les droits des femmes. C'était les Corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, c'est gratuit, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications, de nous dire en commentaire comment vous célébrez cette journée internationale des droits des femmes dans votre pays. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite pour un nouveau Corridor.